Bonsoir à tous, bienvenue dans la masterclass sur le championnat du monde de Londres en 2018, évidemment. Nous sommes là le 6 décembre 2018, donc ce championnat du monde s'est joué le mois dernier, qui s'est fini il y a une dizaine de jours maintenant, entre Magnus Carlsen et Fabiano Caruana. 12 parties classiques, inégalité au bout de 12 parties. Ensuite, il était prévu de jouer 4 parties rapides. Il n'y en a eu besoin que de 3 pour que Magnus Carlsen conserve son titre. Donc pour la troisième fois, il avait battu Anand quand Anand était champion du monde. Après, il y a eu un match en nouveau contre Anand l'année suivante. Donc il avait déjà défendu une fois. Il a défendu contre Karyakin il y a 2 ans, et cette année il défend contre Fabiano Caruana, qui était probablement le meilleur adversaire qu'il pouvait avoir. Alors ça a donné des parties très, très serrées, très, très égales en fait, parce que finalement les deux joueurs sont du même niveau apparemment. En tout cas sur ces 12 parties, il n'y en a pas un qui est ressorti plus que l'autre. Ils ont chacun raté des occasions, comme on le voit dans cette première partie. Là pour les blancs, donc roi E2, dame F3, tour F1, cavalier H2, pion A2, B3, C2, D3, E4, pion H3. Pour les noirs, roi C8, dame G5, tour G8, fou C7, pion A7, B6, C6, C5, F4, H6. Voilà, dans cette partie, Magnus Carlsen, on va la voir un petit peu plus en détail tout à l'heure, mais Magnus Carlsen a raté plusieurs façons de gagner, et surtout dans cette position avec le coup dame E5 qui aurait permis l'entrée de la lame sur B2. Il y a eu 12 parties nulles, chacun donc a raté des occasions. Les joueurs, pourquoi il y a eu autant de parties nulles? Les joueurs sont du même niveau, ils sont très bien préparés, bien sûr, dans l'ouverture, grâce aux ordinateurs, grâce à leurs secondants aussi, évidemment. Mais donc ils poussent très loin les variantes. Et par contre, peut-être effectivement, ils ne prenaient pas trop de risques. Peut-être un peu de tension dans ce match. Magnus Carlsen, c'est le style de jeu à ne pas prendre de risques dans l'ouverture, à ne pas essayer d'obtenir forcément un avantage dans l'ouverture, mais à jouer la partie, à la faire durer. Et c'est ce qu'il a voulu faire dans le match sans vraiment y arriver. Peut-être il pensait qu'il était plus fort en finale que son adversaire. Il tentait de jouer des finales même complètement égales, et il essayait de le faire craquer, alors que n'importe quel grand maître aurait déjà fait nul depuis très très longtemps. Dans plusieurs finales de foot opposées, on verra exactement à quelle partie ça se déroulait. D'ailleurs, on a senti un peu Fabiano Caruana un petit peu agacé dans une partie, parce que c'était complètement évident que la partie allait se terminer par la nulle, et Carlsen semblait penser qu'il y avait encore des chances qu'il fasse une erreur. Alors, en étant quand même le challenger du champion du monde, on peut se dire qu'on sait jouer un petit peu les finales. Mais, alors par exemple, cette finale de fou là, finale de fou couleur opposée complètement égale, avec full couleur opposée, donc avec 3 pions sur l'aile dame, les trois pions sur l'aile roi. Bon, alors évidemment, les blancs ont quand même un petit plus, qui peuvent gagner un pion, peut-être, mais c'est même pas sûr. Les noirs ont donné un pion pour assurer la nulle. C'était sûrement la meilleure façon de jouer. On verra évidemment aussi un petit peu cette partie. Et puis les matchs de départage aussi, très important. Et là, finalement, ça s'est vérifié apparemment. Dans le match de départage, les parties en rapide, donc 25 minutes, plus 10 secondes par coup, donc beaucoup plus rapide évidemment que les parties classiques, qui ont été jouées en 1h40, plus 30 secondes par coup pour les 40 premiers coups, avec 5 minutes d'ajoutant au 40e coup, et avec encore 15 minutes d'ajoutant au 60e coup. C'est un peu long, probablement il faudra changer la cadence, parce que c'est un peu long. Peut-être faire une cadence avec un ajoutant peut-être au 60e coup, mais sans ajoutant au 40e. C'est-à-dire 1h40 plus 30 secondes par coup, avec un ajoutant au 60e peut-être, pour accélérer un petit peu les parties et faire en sorte qu'il y ait plus d'erreurs en fait. Parce que le problème c'est que avec autant de temps, il faisait très peu d'erreurs.
Et il y avait très peu de parties qui pouvaient être décisives. Par contre, dans les rapides, là, c'était vraiment très différent. On sent bien que Fabiano Caruana, hein, aime vraiment prendre son temps dans les positions, dans les variantes, même quand le coup a l'air évident. Il préfère chercher un peu plus encore, un peu plus loin peut-être. Une fois, il a dit, je crois, en conférence de presse, que il avait un coup, il allait le jouer, c'est sûr, mais il a préféré, il a quand même réfléchi 20-25 minutes sur le coup alors qu'il était sûr de le jouer. Pourquoi il l'a pas joué dans la partie, il l'a pas expliqué. Je pense que c'est parce qu'il avait peur que son adversaire sache quel coup il allait jouer et donc il voulait pas qu'il réfléchisse sur ce coup-là. Bon, mais c'est vrai, mais peut-être c'est quand même plus facile sur l'échiquier d'avancer d'un coup pour bien calculer. D'ailleurs, on va voir dans cette partie que par la suite il a fait une erreur grossière. Il aurait pu la gagner et à cause de ça, il a fait nul. Par contre, oui, donc en partie rapide, on sent la différence de niveau, on sent la différence de niveau en finale aussi, hein, dans la première partie des rapides, une finale de tour. Pour les blancs, roi G2, tour C7, pion E4, F5, G3, H4. Pour les noirs, roi E5, tour A3, pion A6, G7, H5. Dans cette finale de tour, bon, évidemment, il restait pas beaucoup de temps, bah, c'est normal, hein, c'est un rapide qui devient rapidement une partie blitz, hein. Il y avait à peu près 1 minute pour les deux joueurs, plus 10 secondes par coup. Mais évidemment, la position n'arrive pas tout de suite, hein. Il a joué quelques coups avant, et il avait déjà réfléchi à cette position. Donc il pouvait se rendre compte que dans cette position, il fallait surtout pas prendre le pion avec le roi. C'était le coup perdant, roi prend E4, ça a l'air d'être le coup évident, hein, bien sûr, mais en fait c'est le coup perdant. Les noirs avaient la nulle, hein, en faisant tour à 2 échec, et en chassant le roi blanc d'abord, et en prenant pion après. On aura l'occasion aussi de voir cette finale. Donc peut-être dans les parties rapides, bien sûr, on voit la différence quand même de niveau. Magnus Carlsen qui joue les coups beaucoup plus rapidement, peut-être qu'il les voit plus rapidement aussi, tout simplement. Et peut-être une meilleure compréhension des finales par rapport à cette partie simplement, hein. C'est peut-être ce que voulait faire Magnus Carlsen dans les parties classiques en pensant qu'il était plus fort en finale. Il continue à jouer des finales égales tout le temps. Voilà, on va tout de suite voir les parties, bien sûr, en commençant évidemment par la première partie jouée donc le mois dernier, donc le mois de novembre, c'était le 9 novembre 2018, donc ici il y a un petit peu moins d'un mois. Première partie qui était jouée, en fait c'était la partie la plus longue. La partie la plus longue, elle a duré plus de 7 heures la partie. Alors qu'elle aurait pu se dérouler très rapidement. Fabiano Caruana qui joue E4, qui va toujours jouer E4. Dans toutes ses parties, il va jouer E4. Les 6 parties classiques et la seule partie qui jouera avec les blancs en rapide, il jouera E4 aussi. Et Magnus Carlsen va toujours jouer la sicilienne. Alors peut-être c'était une surprise au départ. Peut-être que Fabiano Caruana ne s'attendait pas à ce que Magnus Carlsen joue ce coup au départ. Hein, le coup C5, la sicilienne qui est assez rare en match de championnat du monde. Il y a 2 ans contre Kariakin, nous avons eu toujours E5, je crois, E4-E5. C'était pareil avec Anand. Hein, la sicilienne se joue assez rarement en match de championnat du monde. Kasparov l'avait joué bien sûr contre Karpov, mais pas tout le temps, hein. Il l'avait joué dans un match dans le milieu des années 80. Donc, il y a eu beaucoup de nage d'or de Sicilienne Cheveninck aussi. Sinon on peut remonter aussi à Kasparov Short, hein, mais c'était pas le championnat du monde de la FIDE. Donc le 4C5 peut-être il s'y attendait pas et du coup il va peut-être pas jouer forcément une ouverture qu'il avait beaucoup travaillé. Donc cavalier F3, KSC6, il fou B5, sicilienne Rossolimo qui va jouer 3 fois dans ce match. Très surprenant parce que
il va absolument rien obtenir dans cette partie. Alors dans la suivante, avec les blancs, il va obtenir un petit plus en jouant un jeu différent. Mais il aurait dû changer quand même assez rapidement, probablement, parce qu'il fallait jouer avec les blancs quelque chose d'un peu plus agressif pour vraiment obtenir l'avantage. Ici, le coup fou B5, même si c'est un coup qui peut être gênant, contre quelqu'un de préparé, quelqu'un qui connaît bien, bon, comme Magnus Carlsen, qui est quand même bien préparé, malgré tout. Dans les ouvertures, les blancs ne vont pas obtenir vraiment d'avantage. Magnus Carlsen qui joue probablement la meilleure variante contre la Rossolimo, G6. Voilà, G6, et les blancs ont pris tout de suite le cavalier. On n'était pas obligé non plus de prendre tout de suite. On pouvait, il y avait d'autres variantes, on pouvait le prendre. Il prend le cavalier de façon à forcer le doublement des pions. Les noirs prennent du pion D, c'est un bon coup. Il faut prendre avec le pion D pour conserver ici un îlot de pion. Donc un îlot de pion sur l'aile dame, ça permet d'ouvrir le fou de case blanche, mais aussi la dame, et surtout, parce que ça c'est important, parce que ça fait un îlot de pion. Alors la différence, s'il avait pris avec le pion B, évidemment il y aurait aussi un îlot de pion, ça aurait été le pion A tout seul, mais c'est un pion isolé. Et ici, s'il y avait un échange de pions sur l'aile roi, si on prenait avec le pion B par exemple, voilà, comme ça, B prend C6. Si on prend avec le pion B et qu'il y a un échange de n'importe quel pion de ce côté-là, il y aura 3 îlots de pions. Alors que en prenant avec le pion D, il peut y avoir des échanges de pions, pion E il peut s'échanger, il y aura toujours 2 îlots de pions, etc. Donc la structure de pions de toute façon est meilleure, bien qu'on dise qu'il faut mieux prendre vers le centre, mais parfois c'est l'inverse. Là c'est l'une des rares fois où on va prendre vers l'extérieur. Mais l'autre raison essentielle, c'est la case en D4 ici. C'est une case d'avant-poste pour les noirs, puisqu'elle est au centre de l'échiquier, dans le camp de l'adversaire, sur une colonne semi-ouverte, très important, donc d'avoir pris avec le pion D pour créer la colonne semi-ouverte. Et qu'est-ce qu'on veut mettre sur cette case? Évidemment un cavalier. Cavalier en D4, va être le but. Toute la partie, ça va être le but des noirs. Comment amener leur cavalier G8, puisque c'est le seul qui reste, en D4. Alors, D3, fou G7, H3 pour empêcher fou G4, bon ça va, cavalier F6, cavalier C3, cavalier D7, voilà. Là, on comprend tout de suite à quoi ça sert. Évidemment, le cavalier qui veut faire le trajet en passant par F8, E6, D4. Voilà, le plan des noirs est très facile. Ce qui est bien dans cette variante de la Rossolimo avec les noirs, c'est que le plan est extrêmement simple et il suffit de le suivre et on a une bonne position, tout simplement. Cavalier D7, fou E3, donc là il attaque le pion doublé, le pion faible en C5, il empêche le cavalier de bouger. E5, ça c'est un coup important pour bien soutenir la case d'avant-poste et pour empêcher les blancs eux-mêmes d'avancer en E5 qui bloquerait le jeu noir et qui bloquerait et qui empêchant aussi bien sûr les blancs d'avancer en D4. Surtout ça, parce que là si les noirs ne faisaient pas E5, il y avait la possibilité pour les blancs de jouer D4 et donc adieu l'avant-poste. E5 petit roc, B6, cavalier H2. Alors là il va faire un plan sur l'aile roi qui va se révéler pas bon du tout en fait. Il faut mieux jouer sur l'aile dame dans cette variante, c'est ce qu'il va faire dans la troisième partie, en jouant sur les pions de l'aile dame, en jouant avec le plan A3 suivi de B4. On verra la partie dans la troisième partie. Cavalier H2. Alors on va arriver assez rapidement dans la position que je vous ai montré tout à l'heure, qui est H2, K, F8, donc le gars qui se dirige sur le fameux avant-poste, F4. Voilà, donc le jeu sur l'aile roi avec le duo de pions quand même, pion de pointe, duo de pions, donc c'est vrai que c'est finalement un plan assez logique, sauf que on n'est pas vraiment placé avec les blancs pour attaquer le roi, surtout qu'on ne sait même pas de quel côté il va. Si les noirs avaient déjà fait le petit roc, on pourrait l'attaquer, mais là le roi est resté au centre, le centre est fermé, donc le roi risque pas grand chose, il pourrait même peut-être venir de l'autre côté. E.F4, F4, fou E6, pas oublier quand même que les noirs ont la paire de fous, donc ils ne sont pas mécontents forcément d'ouvrir le jeu. Alors attention à leur roi bien sûr, quand même.
Fou et 6, alors ils seront plus sur l'avant-poste parce qu'il y a plus urgent. Il faut qu'ils défendent le pion faible, hein, le pion F7, qui est le seul rempart au roi finalement, hein, le roi qui est resté au centre. Donc le fou se positionne en E6. Maintenant, il va abandonner un petit peu l'idée d'aller sur l'avant-poste. La position s'est ouverte. Tout à l'heure, la position était fermée. Les noirs avaient la possibilité de faire des manœuvres de cavalier, perdre beaucoup de temps avec leur cavalier pour arriver sur une bonne case. Maintenant que la position s'ouvre, le plus urgent, c'est la protection du roi, vraiment. Fou E6, tour F2, H6, dame D2, G5. Ça, c'est intéressant, hein, cette façon de jouer. Les noirs n'hésitent pas à avancer leur pion en G5 pour bloquer les pièces blanches et pour libérer aussi la case en G6, hein, pour leur cavalier. Donc déjà on s'aperçoit que finalement peut-être qu'en jouant G5 les noirs vont peut-être pas forcément faire le petit roc, hein, parce que c'est quand même affaiblissant, hein, comme je disais tout à l'heure. Ben, le roi étant resté au centre, il peut choisir d'aller de l'autre côté, hein, de l'échiquier, pourquoi pas. Les blancs ne savent pas. Tour à F1, voilà, il double sur sa colonne semi-ouverte, dame D6, mais le pion ne risque rien puisqu'il y a le fou qui défend tout simplement. Cavalier G4, les blancs tentent d'aller sur des cases avec leur cavalier. Alors, ils profitent que les noirs ne peuvent pas prendre le cavalier à cause du pion F7 qui deviendrait trop faible. Donc le cavalier G4 tente de rentrer peut-être en F6 pour s'échanger contre le fou. Et c'est là où les noirs décident de faire le grand roc. Voilà, les blancs ont attaqué du côté roi sans savoir forcément où le roi allait. Et le roi va de l'autre côté. Ici, qu'est-ce qui se passe? Les noirs ont le contrôle de beaucoup de cases noires, hein. La case D4 toujours, la fameuse avant-poste. La case 5 est bien contrôlée. La dame noire est bien placée, hein. Il y a même un trou en G3. Alors la case F4 est plus contrôlée par les blancs, mais les noirs pourraient réussir quand même à venir avec leur cavalier en G6 contrôler ces cases. Un jeu sur les cases noires très intéressant pour les noirs, et les blancs n'ont pas forcément de jeu sur les cases blanches, vraiment, étant donné qu'ils n'ont même pas de fou de cases blanches, hein, et étant donné que les noirs en ont un. Donc ici, déjà un avantage noir certainement, hein, au niveau du contrôle de cases, et au niveau de la structure de pions, les noirs sont pas forcément moins bien, hein, comme on a dit, ils ont l'avant-poste, il y a des pions doublés, mais rien de spécial. Et là on est dans des rocs opposés maintenant. Et les blancs sont pas placés pour attaquer le roi noir, hein. Cavalier F6, quai D7, cavalier H5, fou E5. On voit la domination, hein, du fou par rapport au cavalier. Cavalier H5 qui est venu sur une case forte, mais qui est bloqué par le fou. Complètement bloqué ce cavalier G4. Il conserve le cavalier ici. Bon, les blancs arrivent à bloquer finalement l'avancée des pions des noirs, hein, à contrer un peu l'avancée des pions, puisqu'on est dans des rocs opposés, donc le plan des noirs serait d'avancer des pions pour ouvrir le jeu. Les blancs arrivent à stopper ça, mais ils n'arriveront pas à faire mieux, hein. Ils font que bloquer les pions noirs. F6, B3, fou F7, cavalier D1, cavalier F8. Voilà, le cavalier finalement qui va se diriger probablement vers l'avant-poste quand même. Alors, il a plusieurs choix, ce cavalier, hein, vraiment. Il y a l'avant-poste en D4. La case F4, elle pourrait être récupérée quand même par le cavalier, avec les cavaliers en E6. Les noirs pourraient prendre le cavalier H5 et venir en F4. Il y a une autre case forte, c'est la case H4, hein. Donc là, il y a vraiment le choix avec les noirs, une position, une domination centrale, hein, avec les noirs, vraiment avec leur fou en E5. La dame qui est très bien placée, hein, aussi, hein, sur la diagonale, mais aussi pour contrôler la fameuse case d'avant-poste. Le fou de case blanche est excellent parce que à tout moment il peut se débarrasser du cavalier, créer un pion doublé et un pion faible en H5. Position blanche très mauvaise. Alors c'est quand même un sacrifice de pion évidemment, ce fou qui a F8. Cavalier prend F6 bien sûr. Enfin, il n'y a pas trop le choix, hein, avec les blancs, il faut prendre le pion. Cavalier E6. Voilà, on y va. Là, il est revenu en H5. Alors, peut-être que cavalier D7 était meilleur. Attaque à la découverte sur le fou. Et sur fou F4, peut-être on revient simplement avec le cavalier. Quel a été l'intérêt?
Bon, c'est au moins là, les blancs vont pouvoir probablement échanger. En tout cas, ils empêchent un peu le cavalier noir de bouger. Si les noirs échangent, le cavalier reprend E3 et récupère. Bah, il y a aussi une case forte pour les blancs, hein, F5 quand même. C'est ça, c'est là où le cavalier blanc voulait aller, hein, en faisant cavalier D1. Alors il a fait cavalier H5, fou prend H5, du coup G prend H5, cavalier F4. Voilà. Fou prend F4, G prend F4. Voilà, on va arriver bientôt à la position. G prend F4. Donc là, les noirs ont ouvert la colonne sur le roi blanc, ont fermé la colonne des tours, ont un pion passé et bloquent le cavalier des blancs, complètement bloqué. Bon, il y a une menace discrète, bien sûr. C'est fou D4. Évidemment, on ne pouvait pas le faire au coup d'avant. Voilà, puis on prend fou, menace discrète. Il faut absolument bouger la tour. Hein. Il a fait tour G2. Bon, il y avait possibilité peut-être de sacrifier l'égalité avec tour F4. C'est une décision difficile à prendre. Hein. Sacrifier l'égalité, c'était probablement le meilleur coup, mais c'est quand même compliqué. Sacrifice de qualité qui permet peut-être de récupérer en fait des cases pour le cavalier. Le cavalier va se retrouver en F5. Les blancs vont avoir deux pions pour la qualité, ce qui est pas mal, mais ce sont des pions doublés isolés et pas terribles ici. Hein, ils servent pas à grand chose, donc c'est comme s'il n'y avait qu'un seul pion. C'est quand même un pion passé, hein, le pion qu'ils ont. Donc le pion en E4, donc c'était une défense probablement meilleur coup quand même. Mais pas évident à trouver ce genre de coup en partie. Surtout qu'on est déjà au 26e coup ici. Ouais, il a préféré le plus raisonnable tour G2, même si ça va se révéler pas très bon par la suite. Tour G8, dame E2, tour prend G2, dame prend G2, dame E6, cavalier F2. Voilà, les blancs qui tentent de bloquer la colonne hein, en mettant leur cavalier en G4, tour G8, cavalier G4. Cavalier qui joue le rôle d'un pion finalement, hein, bloque une colonne, c'est tout. Il sert à rien, il est cloué par la tour. Alors, la difficulté des noirs, ça va être de passer dans le camp des blancs pour essayer d'attaquer les pions, voire le roi blanc. Dame E8, déjà, il va prendre le pion H5. Dame F3, dame prend H5. Et le roi blanc qui s'enfuit, hein, roi F2. Alors, le plan des noirs, ça aurait été, sinon, de bouger la dame et d'avancer le pion H5 pour se débarrasser du cavalier G4. Et ensuite de passer avec la tour en G3. Dans tous les cas, c'est ce qu'il devrait faire aussi après roi F2. Donc là, le cavalier est cloué, donc le fou est attaqué. On va pas l'échanger contre le cavalier. Fou C7, c'est bien joué. Roi 2, le roi essaie de s'enfuir. Voilà, dame G5 pour faire H5. Cavalier H2, il anticipe le coup H5. Voilà, et du coup, il a joué H5 parce que c'était la logique, c'était ce qu'il voulait faire depuis le début, et ici il rate le très fort coup dame 5 ici, donc c'est la position que je vous ai montrée avec dame 5 qui va rentrer en B2 avec la dame, et en plus il libère aussi la tour hein, qui peut rentrer en G3. Il n'y a pas beaucoup de défense avec les blancs. On peut pas empêcher tour G3, on peut pas empêcher dame B2, bon, on peut faire tour B1 mais la dame pourrait aller en C3 hein. Et de toute façon, tour G3, c'est extrêmement fort. Donc dame F2, ça permet d'anticiper un peu tour G3 pour pouvoir faire cavalier F3. Mais dame B2 attaque le pion C2. Roi D1, alors on va pas en D2 parce qu'on veut éviter l'échec du fou, parce que le fou va se réveiller avec le coup B5. Peut-être c'est le coup qu'il a oublié. Parce Magnus Carlsen a certainement vu cette manœuvre dame 5, dame B2, mais il a peut-être oublié le coup B5 qui permet de ramener le fou en A5 et de créer des menaces de mat sur le roi blanc. Ici, par exemple, dame D2 pour l'empêcher, ou alors c'est le prochain coup qu'il n'a pas vu. Dame D2 pour l'empêcher, voilà, fou A5, et en fait, on fait quand même fou A5, c'est ça la pointe. Hein, ça c'était la pointe, c'est une sorte de petite combinaison. Alors après, je sais pas si dame fou A5 c'est le seul coup qui gagne. En tout cas, c'est le seul coup qui gagne tout de suite. Est-ce que c'est le seul coup qui conserve l'avantage? C'est pas sûr. Mais en tout cas, c'est le seul coup qui gagne tout de suite. Fou A5, et sur dame prend A5, on fait échec en B1, roi E2, on prend le pion C2 sur échec. Et s'il couvre, hein, tour G2 échec, gagne la dame.
Et si le roi descend tour G2, je crois que c'est mat pratiquement imparable. Hein, dame E2 mat, dame C1 mat, dame B1 mat, tour O2 mat, il y a 4 mats différents qui sont menacés. Les blancs ont un échec, c'est tout. Hein. Sur dame A6 échec, le roi noir vient au B8 et il n'y a plus d'échec. Ce qui est le cas dans la majorité des variantes. Et sur roi F3, c'est mat en quelques coups aussi. Après, dame prend D3 échec, roi F4, dame G5 échec, roi F5, tour G5 échec, roi F6, dame E5 échec, roi F7, tour G7 échec, roi F8, dame E7 mat. Bon, ça c'est classique, hein, avec dame et tour, on mate à coup sûr comme ça. Donc, bon, ça a l'air d'être assez facile ce coup, dame E5 quand même. Pourquoi il a raté? Bon, peut-être la tension de la première partie. Très curieux. Il rate aussi des choses après, un petit peu. Mais bon, en tout cas, voilà, ça c'était la partie très importante. Après, il va réussir, il va jouer très très longtemps une finale égale, hein, déjà ici, dans cette partie où alors peut-être ici, je reviens au moment du coup H5 au 34e coup, 35 tour F2, dame G1, cavalier F1, H4, roi D2, roi B7, C3, fou E5, roi C2. Voilà, ici les noirs aussi ont raté probablement des choses. Alors il y a le coup B5 qui est pas mal, il y avait peut-être le coup tour G3 aussi. Je crois que c'est dans cette position qu'il y avait le sacrifice de qualité avec tour G3 qui était pas mal aussi. En tout cas, B5 apparemment c'était gagnant, ou alors c'était dame G3, c'était peut-être au coup d'avant. Voilà, c'était au coup d'avant. C'était à la place de fou E5 au 38e coup. Il y avait le coup de tour G3 qui était très fort. Sacrifice de qualité, cavalier prend G3, H prend G3. Voilà, tour G2, forcé pratiquement. Sur tour F1, il y a dame H2 échec de toute